Voici ce qui se passe en Allemagne et je veux utiliser cela pour illustrer à quel point cette approche keynésienne face à un ralentissement économique est ridicule et à quel point il ne cesse de m'étonner que ces experts, économistes, planificateurs centraux et politiciens puissent faire la même chose encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore, et d'une manière ou d'une autre, s'attendre à des résultats différents. Vous savez ce que je veux dire? La définition de la folie. Mais à aucun moment, ils ne remettent en question l'efficacité du stimulus ou du modèle keynésien. C'est juste. À quel point on peut être obtus? Je veux dire, je ne sais pas si c'est l'ego qui les empêche de voir les choses. Moi, je ne sais pas si c'est une dissonance cognitive, car s'il était prouvé que le modèle keynésien avec lequel vous avez grandi, appris à l'école et sur lequel vous avez basé vos décisions d'investissement et sur lequel toute votre carrière est basée, si cela s'avère être une fausse nouvelle, si cela s'avère être des informations, alors pour beaucoup de ces professionnels, économistes de carrière, experts et analystes, je veux dire vraiment, où est-ce que vous allez avec ça? C'est presque comme, vous savez, être chrétien ou dans n'importe quelle religion et apprendre, oh, ou vous savez, quelque chose sort et dit, oh, vous savez, votre puissance supérieure n'existe pas. Que faites-vous avec ça? C'est assez écrasant. Et je sais que cela vient d'un chrétien. Je n'en suis pas encore arrivé à cette conclusion, bien sûr, parce que je suis toujours chrétien. Mais on arrive à un point où vous avez construit toute votre vie autour de quelque chose que vous croyez vrai. Et donc, cela rend impossible de le remettre en question, même si toutes les preuves suggèrent que vous avez complètement tort. Le virage fiscal de l'Allemagne pourrait être un catalyseur pour l'économie stagnante du pays, selon les analystes. Un catalyseur. Je veux juste demander à ces gens quand. Le stimulus fiscal a en fait été un catalyseur. Comme le Japon se calcule, en sont-ils en ce moment? Ils en sont à quelques, 25. Leur dette par rapport au PIB est de 230%. Regardez la Chine. Je veux dire, ils ont ce collapse économique là-bas et ils ont sorti le bazooka du stimulus, le stimulus fiscal. Qu'est-ce que c'était? Comme il y a 6 mois, et puis ils sortent un autre stimulus, un autre stimulus, un autre stimulus. Et puis le marché se dit, oh, eh bien, on aime un peu ce stimulus, mais on n'aime pas cet autre stimulus. Comme si c'était juste le paquet de stimulus en lui-même. Et encore une fois, il y a un tel manque de conscience de soi au point où, oh, eh bien, je sais pourquoi le stimulus n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas fait ce petit ajustement ici, ou ils n'ont pas fait ce petit ajustement là, ou ils avaient juste besoin d'ajouter 5 milliards de plus ici. Au lieu de simplement rester là à regarder l'histoire de ce qu'on appelle le stimulus, qui n'est jamais, 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 jamais stimulant, et de dire, vous savez quoi? Peut-être que nous nous sommes trompés, peut-être que nous regardons cela, peut-être que notre modèle est insuffisant, peut-être que notre modèle est tout simplement complètement à l'opposé de ce qu'il devrait être. Mais bien sûr, cela ramène encore la dissonance cognitive. Le virage fiscal potentiel de l'Allemagne pourrait s'avérer transformateur. Une autre chose qui m'étonne, c'est qu'il ne s'arrête jamais pour se demander, eh bien, comment cet argent va-t-il être dépensé? Supposons un instant que c'est vrai, qu'il y a un multiplicateur sur les dépenses publiques. D'accord. Eh bien, c'est complètement irréaliste de dire que tout ce que le gouvernement dépense, ça va être un bénéfice net pour l'économie. Je veux dire, et s'il dépensait juste de l'argent à creuser des trous et à les remplir de terre? Tu es en train de me dire que ça va avoir une sorte d'effet multiplicateur? Bien sûr que non. Donc, ça m'étonne toujours que, oh, nous allons utiliser le bazooka fiscal. OK, super. Mais qu'est-ce que tu vas vraiment faire qui va avoir un multiplicateur? Et il ne rentre jamais dans les détails. Je veux dire, et s'il faisait juste ça, bazooka fiscal, en envoyant $1 trillion à Zelensky, comment ça va aider? Je ne dis pas qu'il le ferait, mais comment ça va aider l'économie? Et aussi, l'une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, l'une des premières questions que j'ai posées quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ces questions économiques, et ça aurait été en 2014, disons. Je suis parti à la retraite en 2012 et j'ai commencé à m'y intéresser, mais je me suis vraiment plongé dedans en 2013, 2014. Et l'une des premières questions que je me suis posée en passant par la perspective autrichienne et la perspective keynésienne, avec la perspective keynésienne, je me disais toujours, d'accord, je comprends l'argument sur les dépenses d'infrastructure, mais
Que se passe-t-il si tu as déjà l'infrastructure? Et à l'époque, je pense que c'était Paul Krugman qui disait qu'il fallait faire monter l'inflation à 2%. Et pour ce faire, nous avons juste besoin de plus de dépenses publiques en infrastructure, infrastructure, infrastructure. Je pense que c'est ce que tous les démocrates en parlaient. Et je me dis, quelle infrastructure? Les États-Unis n'ont-ils pas en ce moment que si vous l'appliquiez, vous transformeriez simplement l'économie, n'est-ce pas? Et maintenant, je comprends, il y a beaucoup d'infrastructures qui doivent être réparées. Mais ce n'est pas de cela dont je parle. Par exemple, ici en Colombie, les deux grandes villes sont Medellín et Bogota. Et Bogota, au fait à peu près la taille de Chicago. Et nous parlons de 12 millions de personnes. Et Medellín, peut-être 4 millions. Donc, nous parlons de Phoenix et de Chicago. Et à vol d'oiseau, je ne sais pas exactement, mais juste pour l'exemple. À vol d'oiseau, ils ne sont qu'à, je ne sais pas, peut-être 100 miles de distance. Quelque chose comme ça. Maintenant, vous vous attendriez, en tant qu'Américain, à ce que si vous deviez conduire depuis, vous savez, ces 100 miles pour transporter des marchandises dans un camion semi-remorque, ça vous prendrait, vous savez, 100 miles, donc disons 60 miles à l'heure. Donc, appelez ça ce que vous voulez. 1 heure et demie ou quelque chose comme ça. 2 heures, non. Avec une aire de repos, d'accord. Eh bien, essayez. 10 à 12 heures. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autoroute. Ce sont toutes ces routes de montagne folles qui ne font qu'une seule voie. Et vous n'avez pas, je veux dire, parfois, vous traversez des glissements de terrain et toute cette folie. Et donc, pensez à ce que cela te fait au PIB. Et pensez à quel point cela pèse sur la capacité à transporter efficacement des marchandises d'un côté à l'autre, juste entre ces deux villes. D'accord? Ou si vous aviez, disons que ça prend 12 heures, si vous aviez une autoroute qui prend 2 heures, c'est une infrastructure qui va faire bouger les choses. Maintenant, je ne dirais pas que je veux que le gouvernement fasse ça pour le secteur privé, mais oui, absolument. Ça va avoir un effet multiplicateur. Mais si vous avez, disons, si vous êtes juste en train de réparer, si vous êtes juste en train de peindre les lignes sur l'I10, c'est que vous avez déjà la route, non? Maintenant, ça pourrait avoir besoin d'un peu d'entretien. Vous allez mettre des réflecteurs et peut-être mettre une grille sur le côté. Donc, si vous vous endormez, vous savez, ça fait comme ça. D'accord, mais ça ne va pas réduire votre temps de conduite. À LA, à Phoenix, en une demi-heure, alors que ça prend 5 heures en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça n'a jamais eu de sens pour moi. Et je pensais que, vous savez, il y a juste quelque chose que je ne vois pas ici. Il doit y avoir une partie de leur argument que je ne comprends tout simplement pas. En fin de compte, ils n'ont pas d'argument pour ça. C'est juste que peu importe sur quoi le gouvernement dépense, tant qu'il dépense de l'argent, ça doit être bon. Ça doit être un stimulus. Eh bien, non. S'il mal alloue des ressources, crée des investissements mal avisés, crée des distorsions économiques à travers ses dépenses, vous allez avoir un effet négatif, un effet multiplicateur négatif. Et personne n'en parle en ce qui concerne ces experts ou ces analystes. Et pourquoi? Parce qu'ils sont tous keynésiens. Et puis, ça revient à la dissonance cognitive dont nous avons parlé auparavant. Et quand, en réalité, surtout dans le monde développé, je dirais, la majorité des dépenses fiscales a un effet multiplicateur négatif, pas un effet multiplicateur positif, ce qui signifie que plus vous dépensez, plus cela réduit la production économique. Et ce qui me rend vraiment fou, c'est que les preuves pointent de manière écrasante vers cette conclusion, de manière écrasante. Mais pourtant, tous ces gens ignorent complètement cela et se contentent de redoubler d'efforts pour définir la folie que, oh, eh bien, nous avons fait de l'assouplissement quantitatif, ou nous avons fait un stimulus fiscal, le bazooka, nous l'avons fait 25 fois et, bon sang, nous sommes toujours en récession, mais nous n'avons probablement pas bien fait les choses, ou nous devons juste faire plus de stimulus. Il faut juste que ce soit plus fiscal, c'est la conclusion, plutôt que de se dire que peut-être ce stimulus fiscal ne fonctionne pas. Incroyable. La réalisation de ces plans impliquera des changements à la constitution allemande, juste ici, grand, audacieux, inattendu, un véritable catalyseur. Genre, qui sont ces gens? C'est ce qu'a déclaré un économiste et analyste de la recherche mondiale de Bank of America dans une note mercredi, ajoutant que le paquet significatif a changé les perspectives pour l'économie allemande. Depuis quelques années maintenant, l'économie allemande est stagnante, vacillant au bord de la récession technique, définie comme 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB brut
Le PIB national a alterné entre expansion et contraction à chaque trimestre tout au long de 2023. Vous savez, ce qui est aussi incroyable pour moi, c'est qu'il regarde une récession technique et il ne pense jamais, mais alors jamais à se dire peut-être que c'est le secteur privé qui peut nous sortir de la récession. Peut-être nous venons de réduire les réglementations et les règles et une quantité épique de bureaucratie en Allemagne et dans la zone euro. Peut-être que si nous faisons juste ça, c'est comme si vous aviez ce gars qui essaie de courir et il a une boule et une chaîne autour de la cheville et il court assez lentement. Et le gouvernement, ses politiciens, experts et analystes ne se posent jamais, mais alors jamais, la question. Je me demande ce qui se passerait si nous enlevions cette boule et cette chaîne. Je me demande s'il courait plus vite. Certainement pas. Nous devons mettre plus de vent dans son dos. Nous devons, d'une manière ou d'une autre, artificiellement, nous ne pouvons pas enlever la boule et la chaîne. Je veux dire, ça ne peut pas le faire courir plus vite. Absolument. Pas. Ça doit être autre chose. Non. Ça doit être plus de planification centrale. N'est-ce pas? Et je veux dire, je suis en train de m'emporter ici, mais je pense que c'est complètement justifié. Écoutez, la raison pour laquelle vous êtes en récession, bande d'idiots, c'est à cause de la planification centrale. N'oublions pas que vous ne seriez probablement pas dans cette situation mauvais état. Si vous n'aviez pas supprimé toute l'énergie nucléaire, si vous n'aviez pas enlevé l'énergie, si vous n'aviez pas dit « Hé, je sais, mettons juste ces panneaux solaires à un endroit où il ne fait jamais soleil. Hé, je sais, mettons juste ces éoliennes. » Et essayez de vous débarrasser de tous les mauvais combustibles fossiles. D'accord. Donc c'est la planification centrale, ce sont des autoritaires idiots, et le culte malthusien qui détruisent complètement la base de toute civilisation ou économie, qui est l'énergie, toi. Et donc, le problème, c'est évidemment la planification centrale, parce que le marché libre ne serait jamais allé dans cette direction. Et donc, le problème, c'est la planification centrale. Et alors, quelle est la solution? Oh, ça doit être plus de planification centrale. Nous n'avions tout simplement pas assez de planification centrale. On ne regarde jamais en arrière en se disant « Oh, eh bien peut-être que ce sont ces politiques gouvernementales stupides et idiotes qui ont créé la récession ou le ralentissement économique. Non, ça ne pouvait pas être ça. » D'accord. Et peut-être qu'on doit laisser le secteur privé faire ce qu'il fait de mieux. Parce que, et la raison, ils ne peuvent jamais arriver à cette conclusion. Parce que si c'était le cas, cela rendrait leur travail obsolète. N'est-ce pas? Comme j'ai publié un tweet aujourd'hui où je ne sais pas si c'est Trump ou la Maison-Blanche ou quelque chose. L'idée folle de quelqu'un est de créer un tsar de l'accessibilité. C'est ça, un tsar de l'accessibilité. Oh, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin que le gouvernement intervienne et fasse tous ces modèles et essayer de dire au secteur privé ou essayer de faire une proposition à Trump sur comment rendre les choses plus abordables. Et j'ai dit dans le tweet, je suis comme, regardez, vous êtes des idiots. Laissez-moi vous faire économiser du temps et de l'argent sur ce stupide tsar. Faites sortir le gouvernement du chemin et laissez le secteur privé produire plus de choses. Et par magie, les choses deviendront plus abordables. Nous n'avons pas besoin d'un tsar. Nous n'avons pas besoin d'un gouvernement plus gros. Nous n'avons pas besoin d'une branche du gouvernement, d'un autre programme ou quoi que ce soit. C'est simple, direct. Un élève de 3e pourrait te dire comment rendre les choses plus abordables. Faites plus de choses. Vous êtes des idiots. Mais non, il nous faut un tsar pour ça. Je veux dire, je peux te dire la première chose pour rendre les choses plus abordables, c'est de se débarrasser de tous les tsars. On peut commencer par là, les tsars, on peut commencer juste là. Je veux dire, pourquoi Doge? Ils font un si bon travail pour rendre le gouvernement plus efficace. Que font-ils à propos du tsar de l'accessibilité? Pourquoi Elon Musk ne va-t-il pas voir Donald Trump et lui dire, tu sais quoi, c'est vraiment une mauvaise utilisation des ressources. Je veux dire, c'est difficile, ça te rend fou. Mec, oh, c'est juste tellement fou. Et c'est tout simplement complètement dépourvu de bon sens. Et c'est ça qui me frustre le plus. Salut les gars, je voudrais inviter personnellement chacun d'entre vous à assister au Rebelle Capitaliste live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela t'aide à construire un portefeuille à l'épreuve des balles. Cela t'aide à augmenter ta liberté personnelle et ta liberté. Et ça t'aide aussi à agrandir ton réseau. En d'autres termes, tu as l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, d'autres capitalistes rebelles.
c'est à Orlando du 23 au 25. Mais les intervenants précédents ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn, Elden, pour en nommer quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets le plus vite possible et pour découvrir qui parle à la Rebel Capitalist Live de cette année, vous pouvez aller sur rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première. Si tu prends tes billets plus tôt que tard, tu peux obtenir une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attends pas, va sur rebelcapitalistlive.com tout de suite et prends tes billets. Et je te verrai la prochaine fois, toi à Orlando du 23 au 25.